Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence de presse des résultats de l'année 2023. Quelques éléments de contexte, un contexte toujours difficile avec la guerre aux portes de l'Europe, en Ukraine, avec un état de guerre au Proche-Orient, nouveau depuis octobre dernier, des perturbations sur la supply chain et sur le commerce mondial, les enjeux environnementaux qui continuent d'être un point important pour préparer le futur, et puis cette année des élections à venir aux États-Unis, en Europe, en Inde, en Indonésie, c'est fait, qui peuvent influer sur l'évolution de nos marchés. Juste pour vous rappeler, donc ça a été dit dans le film, 18 rafales pour l'Indonésie qui ont donc permis d'avoir ces 42 rafales signées il y a quelques temps. Ces 18 rafales ne sont pas dans les chiffres officiels 2023 puisqu'ils sont arrivés post 31 décembre. Les faits marquants pour cette année, je crois que le film le résume bien. D'abord, le succès commercial du Rafale qui se poursuit. Deuxièmement, l'entrée en service du Falcon 6X, très importante pour nous. Des difficultés sur les livraisons, que ce soit Falcon ou Rafale, principalement Falcon, mais aussi Rafale. Un carnet de commandes historique avec 38,5 milliards d'euros. Et vous le verrez, un résultat net assez fort avec 886 millions d'euros de résultats, ce qui place ce résultat dans un des meilleurs de l'histoire de la maison. Activité et programme, donc comme on se le disait, c'est un moment Rafale. Depuis le début du programme, 495 avions ont été commandés, incluant les 18 de l'Indonésie du mois de janvier. C'est 234 avions pour la France et 261 avions pour l'export. On n'est pas loin des 500, on n'est pas loin de ce qu'on avait réussi à faire sur le Mirage 2000 et bien sûr, on a encore de nombreuses années devant nous pour continuer et poursuivre cette réussite du Rafale à l'exportation. D'ailleurs, la décision de l'Inde d'acheter 26 Rafales pour la marine est encore devant nous et ça montre qu'on va continuer à prendre les commandes et on a d'autres prospections en cours qui nous laissent l'espoir d'augmenter encore ce carnet de commandes, ce qui, comme ça a été dit dans le film, nous permet d'avoir une production de Rafale pour les minimum 10 ans à venir. Un point important de l'année 2023, c'est la loi de programmation militaire. Dassault Aviation s'inscrit parfaitement bien dans cette loi de programmation militaire avec les productions de Rafale et donc les livraisons de Rafale aux forces armées françaises, principalement à l'armée de l'air, puisque la marine est déjà servie. Donc on a repris les livraisons de ce qu'on a appelé la 4T2. Je vous rappelle que la tranche 4T avait été arrêtée pour des raisons budgétaires. C'est l'export qui avait pris le relais. Et donc on se met maintenant à livrer ces avions de la 4T2, ça a démarré déjà l'année dernière, ça se poursuivra cette année. Il y a les 12 avions qui ont aussi été commandés et budgétés dans la loi de programmation militaire qui remplaçaient les avions grecs et on a les 42 avions, 30 plus 12 avions qui remplacent les avions qui partent en Croatie. On s'inscrit aussi fortement dans le développement puisque là aussi nous allons livrer les standards F4 alors pour les initiés, le F4.2 et F4.3, c'est-à-dire le standard F4 est en 3 parties. La première partie est déjà livrée, mais les 2 autres parties restent à livrer. Et nous allons obtenir des contrats d'études pour préparer le standard F5 qui sera commandé ultérieurement, mais qui est dans la loi de programmation militaire. Nous sommes en cours de développement des études de définition pour le SCAF et le NGF et dans la loi de programmation militaire, il est prévu une phase 2 ultérieurement pour un premier vol de ce démonstrateur de NGF en 2029. On s'inscrit aussi dans la patrouille maritime en livrant encore des modernisations sur la TL2, mais surtout en préparant ce que pourrait être l'avenir du successeur de la TL2. Nous proposons le Falcon 10X, donc ça sera en compétition, j'y reviendrai. Et ce sont des études et nous aurons à livrer durant cette loi de programmation militaire les avions de Falcon surveillance maritime, Falcon 2000, et les Falcons de guerre électronique Archange. Donc une loi de programmation militaire dans laquelle nous nous inscrivons fortement.
Donc sur la France en particulier, l'année 2023, ça a été la commande des 42 avions, toute fin 2023, avec des livraisons prévues entre 2027 et 2032. Entre maintenant et 2027, nous avons des livraisons de la 4T2 et de ce qu'on appelle la 4T+, c'est-à-dire les 12 avions remplaçant la Grèce. Les livraisons pour 2023 ont été de 11 Rafales pour la France. La poursuite du développement du standard F4 s'est faite aussi en 2023 et nous avons débuté la préparation du standard F5 dont on devrait obtenir une commande d'études en 2024. Le succès commercial, donc l'Indonésie, on a 18 avions qui sont rentrés en vigueur à l'été dernier. C'est pas les mêmes que les 18 qui sont rentrés en vigueur en janvier et qui avaient porté les commandes de Rafale pour l'Indonésie à 36 dans l'année 2023. L'annonce de l'Inde, j'en ai déjà parlé. En parallèle de ces contrats d'avions neufs, on a aussi livré à la Grèce 6 avions d'occasion, 6 Rafales d'occasion issus de l'armée de l'air française. Et la France a livré 4 avions Rafale à la Croatie. Ces avions Rafale que nous allons accompagner en soutien quand ils seront rendus à partir du mois d'avril en Croatie. Le soutien des flottes nous occupe, principalement pour la France. Compte tenu de la crise et de la guerre en Ukraine, il y a des demandes de renforcement du soutien et dans le cadre de l'économie de guerre vis-à-vis du soutien. Donc on a des hypothèses et des scénarios sur lesquels on a travaillé avec l'état-major français pour pouvoir renforcer notre soutien dans le cadre de cette économie de guerre. Nous avons aussi élargi, vous savez qu'on a des contrats verticalisés pour le Rafale, pour le Mirage 2000, pour l'Atlantique 2. On vient d'en signer un aussi pour l'Alpha Jet. Sur l'export, on soutient les flottes des avions qui ont été livrés, donc l'Égypte, le Qatar, l'Inde et la Grèce. Sur le SCAF, on poursuit les études dites de la phase 1B, c'est-à-dire le développement d'un démonstrateur qui doit voler donc en 2029. Nous avons que la phase 1B, donc qui va jusqu'à 2025. Il faudra un contrat phase 2 pour la réalisation de ce démonstrateur en 2026. Les équipes travaillent ici principalement à Saint-Cloud sur un plateau, un bureau d'études avec les gens d'Airbus principalement, d'Allemagne et d'Espagne, et évidemment les équipes de Dassault Saint-Cloud. Sur l'Eurodrone, c'est Airbus qui est le maître d'œuvre. Nous fournissons les commandes de vol et les communications de mission. Sur les avions de mission, on poursuit le travail sur la surveillance maritime avec nos amis de Thales, que ce soit d'ailleurs dans le programme surveillance maritime ou surveillance de guerre électronique, qui sont les principaux fournisseurs de la guerre électronique et des équipements électroniques pour la surveillance maritime. On a livré donc le 7e et dernier avion modifié du nouveau standard de la TL2 et on a débuté des études. Nous sommes en compétition, en concurrence avec Airbus qui doit proposer très certainement son A320 avec notre Falcon 10X. Sur l'exportation, on a livré 2 des 4 avions commandés en 2022 à la République de Corée on les livre green, c'est-à-dire vides, et c'est la Corée qui équipe ces avions avec ces équipements. Le contexte Falcon, on a donc pris 23 commandes de Falcon en 2023 et livré 26 avions. Ça matérialise un ralentissement des ventes, principalement en Europe. Les États-Unis se sont plutôt bien comportés en 2023. Je rappelle qu'en 2022, on avait eu des prises de commandes beaucoup plus fortes, de 64. Donc il y a des années fortes et des années un peu moins fortes. On peut commencer à expliquer cette baisse par le fait que le 6X, et j'en parlerai après, a été légèrement décalé à cause de principalement la certification, mais aussi des problématiques de supply chain dont je parlerai aussi. Sur les livraisons, on a été assez touché
par ce qu'on a appelé des problématiques de supply chain, principalement sur l'aérostructure. Et là aussi, je vous en parlerai un petit peu après, ce qui fait que nous sommes en dessous de notre guidance sur la livraison des Falcon 26 par rapport aux 35 qu'on avait annoncé et aux 32 qu'on avait livrés l'année dernière. On est aussi entre les deux, puisque en 2023, on aurait dû livrer des 6X et on a livré le premier 6X le mois dernier. Certification donc du Falcon 6X qui est une étape importante. Je rappelle que le 6X a été développé à la suite de l'arrêt du 5X, donc c'est aussi à la suite des accidents de Boeing. Les agences de certification sont devenues beaucoup plus tatillonnes, à juste titre, pour préserver la sécurité des passagers, et donc ça a été un petit peu plus long que prévu, un petit peu plus difficile. Néanmoins, une très bonne nouvelle que ce 6X est certifié. C'est le premier avion complet certifié après les problèmes de Boeing. La poursuite du Falcon 10X, qui a été, j'en parlerai aussi après, recalée compte tenu du fait que les décalages de 6X ont aussi influé sur le 10X. Sur la taxonomie, comme vous le savez, on est engagé, ça a été rappelé dans le film, à la neutralité carbone pour 2050. Je rappelle que l'aviation en général, tout confondu, c'est 2% des émissions de CO2. C'est que l'aviation d'affaires, c'est 2% de ces 2%, donc 0,04% des émissions mondiales de CO2. Donc il faut s'en occuper, mais tout est relatif dans la vie. Que, à titre de comparaison, une année d'utilisation de nos 2000 et quelques Falcon en service aujourd'hui équivaut à peu près à 24 heures de flux mondial de streaming vidéo, équivaut à 5 heures de trafic mondial de camions et équivaut à peu près à 2 jours et demi de fonctionnement des centrales thermiques allemandes. Donc là aussi, c'est juste un problème de relativité. On voit plus un certain nombre de personnes s'intéresser à l'aviation et à l'aviation d'affaires en particulier qu'à des sujets qui sont peut-être beaucoup plus émetteurs de CO2. Ce qui n'empêche pas qu'on travaille sur le sujet. Alors avant de vous dire rappeler ce sur quoi on travaille, je voulais aussi noter que la taxonomie, c'est la simplification de la vie. Vous voyez, on fait des normes, et puis après on dit il y a les bons et les méchants. Donc les bons ont été mis dans la taxonomie, les méchants c'est nous, parce qu'on est dans l'aviation d'affaires, on n'y a pas été mis. Alors on attaque juridiquement la Commission européenne, je tiens à le dire, car nous estimons que dans le wording de la taxonomie, qui dit que ceux qui vont vers la décarbonation doivent être inclus dans la taxonomie, nous allons plus vite dans la décarbonation que nos amis de l'aviation commerciale, puisque nous utilisons plus déjà les SAF que l'aviation commerciale. Et d'ailleurs, les ambitions de l'Europe sur l'utilisation des SAF est bien moindre que ce que nous nous imposons à nous-mêmes pour l'aviation d'affaires. Et donc, nous estimons que la taxonomie, c'est pour inciter à décarboner et non pas punir ceux qui, je ne sais pas quoi, utilisent les avions d'affaires. Donc, c'est vrai pour nous, l'aviation d'affaires, c'est vrai aussi de l'aviation générale. Et donc, on verra ce que ça donne. Je rappelle quand même qu'aux États-Unis, on n'a pas tous ces problèmes. Les États-Unis sont sur l'incitation. Ils avancent rapidement dans le cadre de la décarbonation de leur aviation aussi. Mais ils le font par l'incitation et non par la taxation ou l'exclusion. Donc, vous nous verrez au combat face à la Commission européenne. Alors, plus positif, nous travaillons toujours sur les SAF. Donc, dans le cadre du CORAC, nous travaillons à 100% de SAF dans les avions d'affaires du futur, que ça soit d'abord avec le 10X, parce que c'est en cours de développement, c'est plus facile de le prévoir de base avec nos avis motoristes, mais aussi sur les autres avions, on pourra voler avec 100% de SAF à partir d'un certain moment dans le futur. On vole déjà avec des SAF en interne. On s'est imposé, par exemple, en 2023, on a fait 413 vols pour des raisons d'Assaut Aviation. On les a fait avec 30% de SAF. Donc vous voyez, ça fait déjà une économie très forte de CO2. Ça coûte aussi plus cher, mais on a pris ce parti d'aller dans ce sens pour montrer l'exemple à tous ceux qui utilisent l'aviation d'affaires. Au niveau technologie, on travaille donc à cette incorporation à 100% pour les années à venir. Nous
nous participons à des programmes scientifiques pour essayer de regarder ce que pourrait être la décarbonation en termes technologiques autres que les SAF. On est déjà en train de mettre en service l'optimisation des routes aériennes, donc le choix des clients de vouloir voler en économisant du carburant pourra être fait de manière programmée dans l'avion. Ça sera un choix à la main du client et du pilote. Ça s'appelle Falcon Way, c'est opérationnel et ça permet l'optimisation des routes et l'optimisation de la consommation de carburant. Et puis on travaille aussi en parallèle, puisque comme vous le savez, pour arriver à la décarbonation complète, il faudra aussi, entre guillemets, racheter du CO2 et donc le stockage des émissions de CO2. C'est pour ça qu'on a démarré par un mécénat que vous avez vu dans le film, dans le Val d'Oise, qui est symboliquement à côté de la future usine qu'on va ouvrir, et on poursuivra ce type d'opération dans le futur. Sur le CISX en particulier, comme je l'ai dit, donc nous avons obtenu la certification par le HASA qui est en charge, mais aussi par la FAA de manière quasi concomitante. Ça s'est fait le 22 août 2023, mais on avait des nécessités de modifications encore pour mettre en service. Ces modifications ont été faites et nous avons donc prononcé l'entrée en service du CISX le 30 novembre 2023. Donc vous voyez que c'est relativement récent. Et donc la montée en cadence industrielle est en train de se faire. On a livré le premier avion à nous-mêmes, puisque c'est notre avion de démonstration. Et donc, vous voyez là sur cette carte ce que le Falcon 6X a fait depuis ce début décembre. Il a volé énormément, un nombre d'heures incalculable. Je sais plus, enfin bon, Carlos, ouais, enfin plus de 200, voilà, plus de 250 vols. Ce qui nous permet d'avoir un retour d'expérience encore plus grand, ce qui nous a permis surtout de faire voler les clients un petit peu partout dans le monde, vous voyez, les États-Unis, l'Europe, qui sont les deux grands marchés pour l'aviation d'affaires, mais aussi le Moyen-Orient et jusqu'à l'Australie, qui sont des utilisateurs de nos avions, et on a prévu le mois prochain une campagne pour l'Inde. Le premier avion 6X, je ne peux pas revenir en arrière. Si, le premier avion 6X a été livré le mois dernier, je vous l'avais dit au début. Sur le 10X, donc le décalage du 6X nous a obligés aussi à décaler un petit peu le programme. On l'a recalé. On s'est recalé aussi avec nos fournisseurs parce que certains étaient aussi en difficulté. Je rappelle que quand on développe un avion, il y a tous les travaux de développement, les études, le développement de toutes les parties de l'avion avec nos fournisseurs. Je rappelle que toutes ces définitions ont été faites quasiment en plein Covid, en 2020, ce qui n'a pas été fait de manière habituelle. On fait ça dans des plateaux, il a fallu faire ça de manière éloignée, par visioconférence. Ça n'a pas été quand même l'idéal. Et donc, le décalage du CISX a aussi contraint Dassault et ses partenaires à recaler le programme. Maintenant, il est recalé avec nos fournisseurs. Et donc, on attend les premières livraisons pour 2027, ce qui passera évidemment par la fabrication du premier avion et les essais en vol et la certification au préalable. Support Falcon, on travaille pour réaméliorer ce soutien qui avait légèrement baissé dans les notations, par exemple la notation AIN. On a amélioré notre logiciel de gestion mondiale, on avait fusionné plusieurs systèmes et on a eu quelques difficultés, maintenant ça marche très bien. Et donc on est très attentif à cette capacité à pouvoir utiliser nos avions un petit peu partout dans le monde. On a renforcé aussi nos stations-service. Par exemple à Dubaï, on a déménagé avec des équipements beaucoup plus modernes. On a fait ça aussi en Malaisie et on est en train de construire aussi en Floride sur la partie américaine. Le soutien des Falcons gouvernementaux, on a récupéré les contrats qui étaient précédemment donnés en Suisse à nos concurrents et donc maintenant nous soutenons les avions de la flotte VIP française. En termes de RSE, nous avons totalement adhéré et construit un plan d'économie, un plan de sobriété et on économise. Alors dans le rapport de gestion, pour ceux que ça intéresse, vous aurez tous les détails avec beaucoup de chiffres sur la réduction non seulement de la consommation électrique, mais aussi l'eau, les émissions de CO2. Donc on poursuit ce travail pour économiser l'énergie et économiser l'eau. Et
tout un tas de choses. Vous savez que l'année prochaine, on va changer de règles aussi. On va passer à la CRSD, CSRD, j'ai du mal. Hein, et qui va nous obliger à faire des rapports beaucoup plus complets et beaucoup plus engageants. Donc on s'est préparé à ça et vous verrez dans le rapport de gestion, on a déjà des résultats et des prévisions pour 2024. En termes de ressources humaines, c'était un des grands enjeux de la maison, puisqu'on a beaucoup plus de travail, que ce soit en production ou en développement. On a donc énormément embauché en 2023, 1700 embauches, toujours 200 apprentis, donc pratiquement 2000 personnes en plus. Donc il a fallu renforcer notre attractivité. Vous avez vu dans le film aussi, on reste au top des sociétés dans lesquelles les jeunes veulent venir. Donc on a embauché massivement, ce qui nous oblige d'ailleurs à intégrer ces nouvelles équipes pour que non seulement elles sachent le bon geste à faire, elles s'intègrent bien dans les équipes de développement, mais aussi les intégrer avec l'ADN d'Asso que nous avons et qui fait notre spécificité. On continue ce plan d'embauche puisqu'on prévoit aussi d'embaucher en 2024 à peu près 2000 personnes, donc ça fait des renouvellements assez forts. On a aussi beaucoup de monde qui part à la retraite. Donc c'est un des grands défis de la maison, de plus embaucher, de mieux embaucher, de bien intégrer et de bien accompagner les départs à la retraite et de les prévoir en avance. On a aussi, et ça je le sais à double titre, intégré la nouvelle convention collective préparée par l'UMM qui a redéfini tous les métiers de manière plus précise et plus générale par rapport à l'ensemble de la métallurgie, avec des nouvelles grilles de minima. Et bien évidemment, Dassault est au-dessus de ces grilles. Et il y a eu des avancées dans un certain nombre de domaines, en particulier la prévention, à partir sur la solidarité aussi des remboursements en cas de décès, pour les non-cadres en particulier. Donc des avancées pour nos salariés. Alors c'est jamais facile de passer d'une grille à une autre, de se devoir faire identifier d'une certaine manière et de changer. Le changement est toujours un peu compliqué, mais ça s'est fait et nous sommes maintenant dans le rodage puisque c'est devenu obligatoire depuis le 1er janvier de cette année. On poursuit la modernisation de notre outil industriel sur les sites. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir les visiter, vous voyez des nouveaux bâtiments remplacer les anciens ou plutôt être en addition des anciens, compte tenu qu'il faut aussi augmenter nos capacités de production. Mérignac a énormément changé. Pour ceux qui ont la chance d'aller visiter Mérignac, vous le verrez. D'abord avec, comme vous le savez, le tertiaire qui s'est installé, mais aussi on va poursuivre dans les années à venir pour prévoir l'arrivée du Falcon 10X, qui, comme vous le savez, est un plus gros avion et qui prend beaucoup plus de place une fois qu'on y a mis les voilures, puisque les voilures seront grandes. C'est en termes de volume, le 10X c'est à peu près un A320, hein, donc vous voyez, c'est pas un petit avion. Une fois qu'on y a mis tout ce qu'il y avait, donc il faut des surfaces, il faut des volumes, indépendamment d'avoir du personnel pour faire l'assemblage final. Cergy a été un peu décalé, on aurait dû livrer Cergy en début d'année. On a eu des problématiques de construction avec les constructeurs. Vous savez, à un moment donné, il manquait de matière, puis après, il manquait de main-d'œuvre, et puis finalement, il manquait d'argent et certaines sociétés ont fait faillite. Donc, c'est comme quand vous construisez votre maison, vous êtes obligé de recommencer avec d'autres. Donc, on a été obligé de recommencer avec d'autres. Et donc, on a dû faire face à un décalage. Et maintenant, on pense que le Cergy entrera en service avant l'été. Le Make in India, on le poursuit. Alors je rappelle que c'est jamais assez rapide vu de moi, mais maintenant on produit en monosource le T12 et le T4 du Falcon 2000 chez Dral. Les pièces sont à l'heure, les pièces sont de la qualité qu'on attend de nos fournisseurs, donc de la qualité Dassault. Elles sont moins chères qu'en France. Bref, une expérience très positive. Et on va donc poursuivre notre implantation en Inde, compte tenu de nos obligations d'offset des contrats déjà passés sur le Rafale avec nos amis indiens, mais aussi pour préparer l'avenir. Et je pense qu'on va accélérer nos transferts de production, en particulier
pour le Rafale et préparer ce qui pourrait se passer en Inde. C'est pas simplement fabriquer les avions, c'est aussi mettre en tension la supply chain indienne, donc être capable de fournir un certain nombre de pièces primaires à partir de l'Inde. On a aussi travaillé avec d'autres sociétés comme Dynamatic, qui est une société très dynamique en Inde en parallèle de ce qu'on fait déjà et qui pourrait fabriquer pour nous. On a commencé à signer des contrats avec ces sociétés-là sur le Falcon 6X. On travaille aussi avec le groupe PTC, qui est bien connu en Inde, et bien sûr avec la société Tata, mais qui est très occupée aussi, puisqu'elle travaille fortement pour Boeing, Airbus et les motoristes, mais on travaille aussi avec eux pour préparer l'avenir. On a un centre d'ingénierie à Pune, pas très loin de Mumbai, et on a monté un certain nombre d'écoles aussi en Inde pour préparer aussi les montées en puissance nécessaires dans l'aéronautique en général en Inde. Supply chain, donc je vais m'arrêter 2 minutes. Donc on a été fortement pénalisé par la supply chain et ça a déstabilisé nos productions principalement à Mérignac, puisqu'il y a un moment donné, il faut assembler tout ça et quand il manque 1 ou 2 pièces, ça décale. C'est moins sensible sur le Rafale. Bon, le Rafale, vous avez vu, on a livré 13 avions au lieu des 15 prévus. Les 2 avions à l'armée de l'air française qu'on n'a pas réussi à livrer en 2023 ont été livrés en début d'année. Donc c'est fait. Les 15 prévus pour 2023 ont été livrés. Donc vous voyez que le décalage n'est pas trop important. C'est un petit peu plus compliqué pour le Falcon parce que c'est plusieurs chaînes de fabrication avec des fournisseurs différents. Il y a le 2000, il y a le 8X, il y a le 900, il y a maintenant le 6X, il y a même maintenant le 10X, puis il faut fabriquer le premier avion avec des fournisseurs très différents, et donc dès qu'il y a une difficulté, ça se voit un peu plus. Et en plus, quand on n'arrive pas à complètement être à l'heure à Mérignac, on envoie quand même les avions à Little Rock où il y a le montage des meubles et on rattrape les retards des pièces à Little Rock, et donc il faut envoyer des équipes là-bas, donc c'est compliqué. Le deuxième sujet, c'est qu'on est obligé d'aider les fabricants d'aérostructures qui ont des difficultés d'embauche, donc il manque de main-d'œuvre, qui ont pris des retards, et donc un certain nombre d'aérostructures, principalement en France. Pour tout vous dire, j'ai 0 société américaines qui mettent en retard la livraison des Falcons. C'est strictement des sociétés françaises, voire des sociétés françaises ou européennes qui avaient externalisé à l'est de l'Europe, et on est obligé de réindustrialiser aujourd'hui. Ça prend du temps, ça prend surtout des équipes de Dassault qui sont obligées d'aider à faire le travail, que ce soit en management ou en réalité des compagnons qui vont aider sur le terrain ces sociétés-là. Et donc l'année a été compliquée sur ce sujet-là. Le troisième point, c'est le 6X, je l'ai dit tout à l'heure. Le 6X devait être livré dans une certaine quantité en 2023, et donc comme on n'avait pas la certification, ou du moins que l'entrée en service a été décalée, ces avions qu'on devait livrer en 2023, on n'a pas pu les livrer en 2023 et tout se décale, mais c'est concomitant aussi des difficultés de la supply chain. Ces difficultés vont perdurer en 2024, on est en train de les améliorer, on s'organise aussi en interne pour avoir une meilleure vue de la supply chain, pour essayer d'anticiper au mieux ce qu'on est capable de faire avec ces sociétés qui sont en difficulté, mais on voit un certain nombre de petites sociétés de plus en plus en difficulté, mais il n'y a pas que les petites, il y a des grands du domaine qui ont ces difficultés, et donc ça nous a un petit peu compliqué la vie en 2023. Les résultats proprement dit, donc une prise de commande de 8,3 milliards d'euros se répartissent avec 1,7 milliard d'euros pour les Falcon, 3,6 milliards d'euros pour le Rafale à l'export et 3 milliards d'euros pour les commandes françaises. Un chiffre d'affaires de 4,8 milliards, donc en retrait par rapport à l'année précédente, avec la livraison de 26 Falcon, donc moins que l'année précédente, 1,8 milliard, 2 avions Rafale pour l'exportation, comme prévu, 1,5 milliard, 11 avions français pour 1,5 milliard, donc les 2 avions manquants dont j'ai parlé qui seront basculés en 2024.
s'est fait un carnet de commandes, à l'inverse, totalement historique, puisque, comme je vous le disais, 38,5 milliards, avec 4,6 milliards pour les Falcons, ce qui correspond à 84 Falcons en carnet, 24 milliards pour le Rafale à l'export, ce qui correspond à 141 Rafale à livrer, et 70 avions Rafale à livrer pour la France, qui correspond à une dizaine de milliards d'euros, avec vous avez les répartitions par camembert en bas. On a poursuivi donc les efforts de R&D, puisque ça baisse un peu par rapport à 2022, et c'est normal, puisque le 6X maintenant est de plus en plus derrière nous en termes de développement, quasiment terminé, et on monte en puissance maintenant, on se concentre sur le développement du 10X, donc encore un chiffre élevé, mais moins que l'année dernière. Ça, quand on le ramène au chiffre d'affaires, bien sûr, ça fait à peu près une dizaine de pourcents cette année, compte tenu du chiffre d'affaires qui a un peu baissé. Thales, vous avez eu les résultats hier, donc des très bons résultats, et donc qui contribuent aux résultats nets de la société. Et nous sommes toujours très contents d'être dans Thales, et d'ailleurs on s'est renforcé puisqu'on a racheté des actions Thales en parallèle de racheter des actions Dassault. On a un compte de résultat, donc un chiffre d'affaires de 4,8 milliards, résultat opérationnel de 349 millions d'euros, ce qui correspond à une marge opérationnelle de 7,3%, un résultat financier de 210 millions d'euros. On a mieux placé notre trésorerie. Thales principalement pour 460 millions d'euros, des impôts à 130 millions d'euros, ce qui fait un résultat net que je vous annonçais au début de 886 millions d'euros, soit une marge nette de 18,5% en nette hausse par rapport à 2022. L'autofit 10% dont je parlais, ce qui va faire un résultat par action de 11 euros en hausse de 10% par rapport à l'année dernière. La trésorerie baisse, c'est normal, parce qu'on a reçu des beaux acomptes pour le Rafale, mais il faut fabriquer les avions. Donc la trésorerie est utilisée pour fabriquer les avions. C'est donc une hausse des encours. On a aussi racheté les actions Dassault, donc pour relever nos actionnaires actuels, et on a racheté aussi des actions Thales pour à peu près 1 milliard quand j'additionne Thales et Dassault. Et ça correspond donc, ces deux sujets, à un free cash flow de moins 1 milliard d'euros et une trésorerie propriétaire, pour ceux qui auraient la question, qui passe de 4 à 3, si je ne dis pas de bêtises, sous l'œil attentif du directeur financier. Les répartitions du capital après avoir relevé, alors au 31 décembre 2023, puisqu'on va aussi relever cette année sur les actions qu'on a achetées en début d'année, ça rehausse très, très significativement les actionnaires. Donc la JMD est à plus de 65% en termes d'actionnariat, le flottant reste à peu près à 23%, Airbus à 10%, et nous avons moins d'actions auto-détenues. Voilà. Et je rappelle que les droits de vote de la JMD sont à plus de 79%. Proposition de dividende pour nos actionnaires, donc 3,37 euros par action, qui sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale qui se tiendra le 16 mai de cette année. Les dividendes sont de 266 millions d'euros, c'est le payout par rapport aux résultats, donc en hausse par rapport à l'année dernière. Je rappelle aussi, comme chaque année, qu'en parallèle, nous versons une participation, un intéressement pour 2022, puis il y a toujours un décalage d'un an entre la décision et le versement, qui correspondra en 2023 à 210 millions d'euros pour la participation à l'intéressement 2022, ce qui pour 2023 donc donne à peu près 4 mois de rémunération complémentaire à nos salariés, qui sont déjà bien avec des revenus relativement corrects, on va le dire comme ça, par rapport au reste de la profession. Pour 2024, la participation baissera un petit peu et sera à peu près à 2,9 mois de salaire.
Perspective et stratégie, nous allons nous concentrer avant toute chose à livrer nos avions, donc la production de Rafale. Je rappelle qu'on passe à cadence 3, on est en train d'y passer, on n'y est pas encore, on y est dans les usines amont, mais pas encore à Mérignac où on assemble nos avions. S'assurer qu'on livre bien le 6X en particulier, puisqu'il arrive. Les engagements de développement, dans les temps et dans les coûts, et je dirais presque que ça c'est le métier normal, mais dans les moments actuels c'est pas si facile parce que tous nos suppliers augmentent fortement leurs factures. Le soutien et disponibilité de nos avions, c'est fondamental dans le domaine militaire compte tenu des enjeux géopolitiques du moment. C'est aussi fondamental pour nos clients Falcon qui ont besoin de leurs avions quand ils voyagent et qui ont besoin d'une réactivité forte de notre part quand ils peuvent être soumis à certains sujets à l'autre bout du monde. Obtenir donc ces contrats d'études pour le futur standard F5 du Rafale, poursuivre les études du démonstrateur NGF et se préparer à la phase 2, monter en puissance sur le Make in India, c'est vraiment le moment de le faire et on a des équipes dédiées pour ça. On poursuit malgré tout la vente, on n'a pas fermé le compteur ni le comptoir de vente du Rafale à l'export, au contraire, et il faut maintenant, sur la base du 6X qui arrive, passer à la nouvelle gamme, et donc ça c'est à nos vendeurs à faire le travail pour renforcer l'effort commercial pour vendre nos Falcon, puisqu'on est dans cette période charnière où un nouvel avion arrive et on prépare aussi un jour l'arrivée du 10X. Et sur le RSE, face à toutes les nouvelles contraintes que nous avons, travailler mieux à préparer le futur dans ces domaines-là et l'effort sur le RH qui reste quelque chose de très important pour les années à venir, non seulement trouver embaucher, mais aussi bien intégrer dans nos équipes ces nouveaux embauchés. On a changé cette année la guidance, la manière de faire la guidance pour l'année à venir, donc pour 2024. On ne vous parlait que du nombre d'avions. En réalité, le nombre d'avions n'est pas toujours très représentatif du chiffre d'affaires, donc on préfère guider maintenant un chiffre d'affaires et donc nous prévoyons un chiffre d'affaires de la classe 6 milliards d'euros pour 2024 qui devrait correspondre à une livraison de 35 Rafale et de 20 Rafale et de 35 Falcon, mais il y a aussi, je le rappelle, des livraisons en matière de développement, des livraisons de soutien, entre guillemets, donc des factures en termes de soutien qui pèsent significativement dans le chiffre d'affaires. Et donc on a estimé que guider simplement les livraisons d'avions n'était pas complètement représentatif de ce que pouvait être le chiffre d'affaires. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les résultats de cette année 2023 et je suis maintenant prêt à répondre à toutes vos questions.